Si tu ne sais pas encore que j'ai commencé mon parcours d'autrice en 2023, alors tu dois écouter cet épisode. Et si tu sais déjà que je suis une autrice en 2024, eh bien, tu dois aussi écouter cet épisode pour connaître mon parcours et mon cheminement jusqu'ici. À tout de suite! Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Il n'y a tellement pas de bon chemin pour s'en aller là où on veut s'en aller. Il n'y a tellement pas de meilleur parcours que celui qu'on a à faire. Il n'y a tellement pas de meilleur outil que celui que la vie nous envoie et si on l'écoute, si on trouve le flow, alors c'est le bon pour nous. Je te parle de croissance personnelle, d'éveil, de développement personnel depuis plusieurs mois, plusieurs épisodes. Tu remarqueras que je fais moi-même des prises de conscience à travers les réflexions et les questions que tu m'envoies. Mais une des grandes expériences de ma vie, ça a été la rédaction d'un chapitre dans le collectif d'écriture Là où poussent les lotus. C'est sûr que tu en as entendu parler si tu écoutes mon podcast régulièrement parce que j'ai fait un hors-série pour recevoir toutes ces belles autrices-là qui se sont dévoilées dans le livre et j'ai même ma propre entrevue. Je t'ai introduit le collectif via un de nos épisodes ensemble et je t'en parle constamment dans mes réseaux sociaux. Mais ce que je t'ai pas parlé, c'est mon processus d'écriture. C'est toute la réflexion qui est venue avant, après et qu'est-ce que j'en ai gagné, tiré et qu'est-ce qui me reste aujourd'hui, tout près d'un an plus tard, après l'écriture de ce magnifique chapitre. D'abord, tu dois savoir que j'ai toujours voulu écrire mon récit de vie. Mais je m'auto-censurais beaucoup parce que, tu sais, on ne veut pas blesser les gens qu'on connaît. On a aussi peur de notre version parce qu'on sait très bien que la version qu'on a envie de raconter, c'est la nôtre. Et qu'il y a des gens autour qui n'ont pas vécu les mêmes expériences que nous ou la même situation que nous avec le même regard. Et même si on sait que l'autre l'a vécu d'une façon différente, même si on sait que c'est légitime la façon dont on l'a vécu, il y a quelque chose dans l'humain qui n'ose pas se dévoiler et dire précisément ce qu'il a vécu pour plusieurs peurs. La peur de minimiser l'expérience de l'autre, la peur de se faire juger, la peur de blesser et la peur d'être vulnérable. L'écriture de mon chapitre, c'est le début d'une grande aventure. Le collectif est magnifique parce que plutôt qu'écrire un grand livre toute seule, on avait accès à 5000 mots qui créaient un chapitre, une bride d'histoire de ma vie, collée sur des brides d'histoire de d'autres vies, pour créer un collectif inspirant d'histoires qui ont vécu autant la noirceur que la lumière et qui vient inspirer le lecteur vers son monde meilleur. Même si j'avais l'idée d'écrire depuis longtemps, que j'avais beaucoup de choses à dire depuis longtemps, c'était pas juste l'autocensure qui me retenait. Il y a aussi un facteur de temps. Parce que si tu veux le faire comme il faut, tu dois prendre le temps de le faire et c'est quand même assez exigeant en temps, le fait que d'écrire sa vie. Parce que c'est pas tant l'écriture qui est lente ou qui est demandante ou qui exige du temps, c'est les pauses que tu veux prendre à travers ton écriture pour t'assurer de refléter sur le papier avec les mots exactement ta pensée, mais aussi pour vérifier où tu en es avec ce que tu écris.
Quel est le travail, le cheminement intérieur qui s'est fait, qui se fait et qui continuera de se faire en lien avec les mots que tu veux coucher sur le papier. Prendre le temps de respirer, observer et mesurer la transformation, ça a été une étape importante pour moi dans la rédaction de mon chapitre. C'est sûr que c'est facile d'écrire dans un certain cadre pour donner de l'information, pour laisser des pépites, des motivations, des phrases de réflexion, des pistes de solutions. Mais moi, j'avais envie de le faire avec un autre niveau. M'ouvrir, devenir vulnérable, mais surtout incarner mon histoire. C'est pas facile pour moi d'incarner mon histoire parce que mon histoire, elle a plusieurs chapitres, plusieurs volets. J'ai valsé d'être confiante à manquer de confiance totalement, d'être celle qui contrôle, qui dirige, jusqu'à être une victime. J'ai 47 ans. À l'aube de la cinquantaine, ça me fait du bien de faire un retour sur les dernières années. La moitié de ma vie est passée et j'avais envie de voir tout le chemin parcouru. J'ai pas écrit tout à fait le récit que je voulais écrire. Il y avait des périodes de ma vie où j'avais plus de mots à dire, plus d'informations à passer et un plus grand parcours à révéler. Mais je devais apprendre. Non seulement apprendre à écrire, à me faire corriger, le processus littéraire de publication, mais apprendre à m'ouvrir, à me regarder dans ce miroir de vérité pour me livrer, pas juste avec authenticité et vulnérabilité, mais avec conscience que ce que je livre, c'est avant tout pour le lancer dans l'univers, pour demander une transformation et pour recevoir toutes les énergies du changement qui vont s'installer subtilement après l'écriture, après l'accueil, après la prise de conscience. Et pour faire tout ça, ça prend beaucoup d'acceptation de ce qui est, de ce que les autres sont, de ce que j'ai vécu, de comment je l'ai vécu, de mes réactions, de ma nonchalance parfois. Alors ça prend un regard juste et honnête sur soi, mais surtout une grande possibilité d'amour et d'empathie envers soi. Pas juste un lâcher-prise sur les situations, les expériences, mais aussi de l'amour, de la douceur, de l'encadrement et du réconfort pour l'enfant blessé en soi. Et ça, c'est le plus grand des travaux à faire quand tu veux écrire un récit de vie honnête. Et c'est surtout la partie la plus difficile. J'ai pas écrit le récit que je voulais écrire parce que je voulais parler de périodes de vie plus creuses, plus sombres, plus lointaines. Mais pour me pratiquer à écrire, j'ai choisi de parler d'un passage de ma vie plus récent. Je te parle d'une situation en 2019. Et la beauté, c'est qu'en écrivant mon récit, je m'en allais dans une direction pour te parler du flot de la vie, d'écouter la vie, de regarder ce que la vie met sur notre chemin et d'oser marcher le tapis rouge qu'elle nous déroule sous nos pieds constamment. Même si ça reste l'essence de base de mon récit, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs autres liens qui pouvaient se faire lors de mon écriture avec toute ma vie. Et en contactant des amis, des personnes concernées, mon entourage, des gens qui connaissent et qui connaissent pas mon histoire, imagine-toi donc qu'il y a d'autres couches qui se sont enlevées. Parce qu'on protège toujours notre histoire. Notre histoire, on la protège parce qu'on y croit, parce que ça nous sécurise, parce que ça nous justifie dans ce qu'on a vécu. Mais quand on prend le temps d'ouvrir le mur qui entoure l'histoire, quand on prend le temps de casser toute la protection qu'on y a mis,
Même nous, on peut voir l'histoire autrement. Alors, j'ai été capable, dans mon récit, de faire des liens avec certaines choses que j'ai vécues dans le passé qui venaient juste se refléter ou se mesurer dans mon histoire plus récente. J'ai été capable de faire des liens avec la toxicité, par exemple. À quel point la toxicité, on est habitué de voir ça hyper négatif. On associe souvent la toxicité à un conjoint narcissique ou violent. Mais il y a aussi de la toxicité dans les bonnes personnes. Quand la bonne personne n'est pas pour toi, ça devient un lien toxique. Et moi, j'ai souvent vécu ça. J'ai vécu la relation de violence conjugale. J'ai vécu aussi la relation avec des conjoints très addicts aux consommations de toutes sortes. Mais j'ai aussi vécu avec des gens extraordinaires qui pourtant me tiraient vers le bas, qui m'empêchaient d'avancer de par leurs croyances, de par leurs idéaux. Et même s'ils étaient bons avec moi, dans un certain sens, ils me gardaient dans une vision étroite, petite, comme s'ils m'avaient mis des œillères et que je m'en rendais pas compte. Je vibrais fort, je croyais haut et fort à mes grands rêves, mes grandes ambitions, mais je n'étais pas capable de mettre rien en place parce que j'avais pas le bon entourage, le bon encadrement, le bon environnement. Et tout ça, je l'ai réalisé à la simple écriture de 5000 mots. Parce que quand tu fais corriger ton récit, les personnes qui travaillent à la correction te confrontent. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que cette phrase-là veut me dire? En quoi cette phrase-là est importante pour expliquer ton sentiment, ton récit? J'ai l'impression que tu me dis comment tu te sens ici, mais je le sens pas. Toutes sortes de phrases qui te font creuser ton récit beaucoup plus loin. Parce que quand j'écrivais, moi, je trouvais ça clair. Quand j'écrivais, c'est mon histoire, alors je la comprenais. Même chose comme quand j'écris des textes sur Internet, dans les réseaux sociaux, dans nos courriels, dans nos échanges. Identique aussi quand j'enseigne. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui te questionne, qui re-questionne ton français aussi, tu vas être obligé de dire les choses autrement. Et avoir des bêta-lecteurs. J'ai adoré ces gens qui te lisent en sachant que ce ne sera pas la version finale, qui peuvent te dire l'émotion qu'ils ont sentie et aussi ce qu'ils aimeraient recevoir un peu plus comme message. Alors non, on ne fait pas juste écrire et déposer des mots sur un papier, puis ensuite envoyer ça à l'impression, à l'infographie et à l'imprimerie. Il y a tout un travail d'introspection qui se fait à même le cheminement. Pas juste dans la création, mais même dans le côté administration. Et ça, c'est la beauté. Parce que ça devient un travail de complicité, d'équipe. Et c'est drôle parce que j'écrivais mon chapitre et je me disais, même s'il est terminé, il me semble que je pourrais encore et toujours le peaufiner. Mais la beauté d'un texte, c'est que quand tu le trouves complet et que tu décides que c'est terminé, maintenant, il ne t'appartient plus. Il appartient au lecteur car c'est lui qui va recevoir l'énergie de ton texte selon son expérience, sa vie, son background et son chemin à lui. Alors quand je disais à ma correctrice, on dirait qu'il ne sera jamais fini, c'est ce que j'ai réalisé. C'est que dans le fond, écrire un texte, c'est placer une intention pour le lectorat. Et que toi, quand tu vas le lire, tu vas pouvoir appliquer ce que tu as envie d'appliquer. Il va te parler comme il devrait te parler. Parce que toi, tu ne vas pas vivre la situation comme je l'ai vécue. Tu ne vas pas la ressentir comme je l'ai ressentie. Et tu ne vas pas la comprendre non plus comme moi je l'ai comprise. Tu vas vivre mon chapitre comme il te parle.
Ça devient une complicité entre mon bout d'histoire et ta réalité. Et ça a été une grande révélation pour moi de voir à quel point tout est contribution dans l'univers. De voir à quel point il n'y a pas de bon parcours pour apprendre. Moi, je veux contribuer, je veux coacher, je veux aider les gens à être leur meilleure version d'eux-mêmes, à amener de la joie, de l'espoir et du plaisir dans leur vie. Et je le faisais par le biais de coaching de groupe, par session privée. Je le fais toujours d'ailleurs. Mais d'ajouter l'écriture, j'aurais jamais cru que ça aurait été dans la même veine de contribution que tout le reste que j'ai mis en place dans mon entreprise. Je croyais que ce serait pour moi une libération, je croyais que ce serait pour moi une fierté, une façon de bâtir ma notoriété, une belle corde à mon arc, une expérience. Mais une fois mon récit écrit, je me suis rendu compte à quel point c'est un cadeau pour les autres. Bien sûr, ça m'a libérée de certaines blessures, ça a mis de la lumière aussi sur certaines actions que j'ai faites que j'avais même pas réalisé à quel point elles étaient alignées ou désalignées à moi. Mais le grand cadeau que j'en retiens, c'est cette complicité-là avec le lecteur qui s'installe sans même que je te connaisse. Un peu comme on fait ici, dans le podcast, je te parle intimement, mais pourtant, je te connais pas vraiment. Et pourtant, je suis juste assise toute seule ici avec ma chandelle et le clair de la lune. Mais je nous sens ensemble. C'est certain que ça n'en restera pas là pour moi. Ce chapitre-là va probablement se retrouver dans mon grand roman de récit de vie complet. J'ai plein d'idées comment écrire et j'ai surtout eu plein de révélations comment je pourrais écrire. Parce que je me suis amusée à travers le processus, même s'il y a des journées où ça m'a déstabilisée, même s'il y a des journées où ça me fait pleurer. Mais le plus grand cadeau que j'en retiens, et probablement que c'est même pas ça que j'ai dit dans mon entrevue, parce que les entrevues qu'on a faites, on les a fait rapprocher de notre écriture. Mais maintenant, près d'un an plus tard, ce que je suis capable de te dire, c'est que ça m'a permis d'incarner mon histoire. Je n'ai plus peur de raconter mon histoire. Je n'ai plus honte de raconter mon histoire. Je n'ai plus peur du jugement des autres. Et je m'accueille dans tout ce que j'ai vécu avec amour inconditionnel et acceptation de ce qui a été. Alors c'est certain que tu vas entendre parler un peu plus de moi dans les épisodes à venir, dans les réseaux sociaux, parce que je me suis rendu compte que j'aime enseigner et que j'en reste souvent sur ce plan superficiel. J'ai aucun problème à me dévoiler pour te donner des exemples sur ce que je veux t'enseigner. Mais pourquoi je fais ce que je fais? Comment je suis arrivée à être qui je suis? Quelles sont mes grandes forces? Quelles sont mes grandes faiblesses? Quelle est mon histoire? Quel est mon background? Quel est mon récit de vie? Tu peux pas écouter tous mes épisodes pour essayer de deviner qui je suis. Je dois apprendre à me présenter, sans jugement, sans tabou. Honorer mon histoire, c'est pas juste de te la raconter, c'est de la vibrer, de l'incarner, d'en être fière et de dépasser toutes ces peurs qui m'ont empêché d'écrire pendant autant d'années. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que j'ai rencontré des femmes extraordinaires, des histoires magnifiques, des visions magiques et des transformations fabuleuses. Le cheminement, il est partout. Au départ, on était 21 femmes. À la fin, au moment de publier, on n'était que 20. Pour certaines, le timing était moins bon. Pour certaines, l'ouverture, la vulnérabilité, la transparence étaient stressantes. Mais ensemble, on s'est toutes épaulées, celles qui ont resté comme celle qui est partie. Et c'est ensemble qu'on réalise toute la suite. Nathalie Beaulac, celle qui a créé
l'idée du collectif, nous avait dit qu'elle avait reçu l'information, qu'elle avait canalisé, que les femmes devraient travailler ensemble, apprendre à s'ouvrir ensemble parce que ça serait plus doux que de le faire toute seule. Elle avait reçu toutes sortes d'images par rapport au titre, par rapport au look, par rapport au visuel, par rapport au chapitre. Et c'était pas facile pour elle de dévoiler que c'est une information du grand savoir de l'au-delà qui lui est arrivée pour dire c'est ça qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on le fait. De prendre 21 femmes et comme un peu de les gérer, d'imposer sa vision. Il y avait une dichotomie d'informations dans sa tête parce qu'elle voulait travailler en équipe. Mais quand c'est un grand savoir, c'est parce que ça doit arriver. Et elle a décidé d'écouter ce grand savoir-là qu'elle a reçu. Et de l'écouter nous raconter comment elle a démarré le projet dans son intimité avant de nous le proposer, comment elle a jonglé à tout ça dans sa tête, ça m'a réconciliée avec cette partie de moi énergéticienne que j'ai moi aussi en moi. Je canalise beaucoup d'informations et souvent, j'ose pas le dire. J'ai beaucoup de savoir. J'ai beaucoup de grandes images, des histoires, des vibrations. Je canalise énormément. Et j'avais cette peur-là d'en parler. Je sais que c'est bon. Je sais aussi que quand on écoute ce grand savoir, le projet est presque assuré de fonctionner. J'ai aussi mis en application des grands savoirs, mais je t'en ai jamais parlé. Et de voir que elle osait dévoiler cette partie-là d'elle, sortir du fait de dire « j'ai eu une idée », c'est plutôt « j'ai reçu une information », on fait ça comme ça. Ça m'a dédouané l'obligation de me justifier. Et quand elle a dit que le projet s'appelait Les Lotus, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça répond à tout ce que je t'enseigne. Ça touche à tout de moi. Ça vient chercher la partie du yoga qui est souvent imagée par un lotus. Parce que le lotus, c'est une fleur qui est le reflet de la sagesse, de la croissance, de l'accomplissement et de l'éveil spirituel. Puis ça venait aussi chercher tout le côté féminin, associé à notre intérieur, à notre corps émotionnel, à notre intuition, à nos émotions, à notre imagination, à la créativité, au pardon, à la sagesse et à l'amour inconditionnel. Tous des termes que j'aime aborder. Mais surtout, ce que j'aimais, c'est que j'avais une grande phrase qui devait devenir vivante dans mon entreprise. En fait, ça a presque été le nom du podcast avant l'Architecte de l'âme. Ce podcast-ci, initialement, s'appelait « From Shit to Rainbows ». Il ne s'est pas appelé comme ça parce que c'est un peu intense comme expression. C'est en anglais et je voulais rester avec le français et avec la douceur. Je voulais m'intérioriser et être vraiment intime avec toi. Alors, l'Architecte de l'âme était plus favorable à ce décorum-là. Mais je l'avais toujours en arrière-pensée que From Shit to Rainbows devrait devenir quelque chose. J'ai pensé qu'il serait un livre, qu'il serait peut-être un deuxième podcast, qu'il serait peut-être un hors-série dans le podcast, qu'il serait peut-être aussi une cohorte. Bref, le lotus est venu répondre exactement à mon envie de créer quelque chose en lien avec From Shit to Rainbows. En français, des cacas à l'arc-en-ciel. Parce que j'ai toujours dit, d'ailleurs tu l'as entendu dans, je crois que c'est mon épisode 5, c'est une de mes phrases préférées. C'est avec des cacas qu'on fait des arcs-en-ciel. Parce que c'est souvent dans la noirceur que prend naissance la beauté, la lumière, et qu'on peut refléter cette lumière-là en magie extraordinaire par la suite.
Et le fait d'avoir choisi le lotus comme titre de notre livre et comme thème principal, on venait répondre exactement à ce besoin-là qui cherchait à éclore en moi, c'est-à-dire le fait que le lotus pousse dans la vase, dans le fond des étangs, qui peut même pousser dans le fumier et qui pourtant devient une belle fleur tellement convoitée. Alors la transformation, elle est partout. Pour moi, le livre m'a aidé à évoluer. Même si j'ai plusieurs situations dans ma vie où j'ai l'impression d'avoir fait un grand saut d'ouverture de conscience, ce livre est une autre étape qui m'a aidé à me transformer, à me rapprocher de moi, à l'essentiel et à mon alignement intérieur. On en parle souvent qu'écrire, ça fait du bien. Et même si j'écris un journal depuis que j'ai 12 ans et que je manque pas ben des journées, c'est pas pareil pour moi la transformation. C'est comme si le journal intime vient te libérer, alléger ton corps physique, mais la participation au collectif d'écriture, là où poussent les lotus, est venue répondre à mon besoin de contribution. Et pourquoi j'avais envie de te raconter tout ceci? Simplement parce que des fois, on ne sait pas comment on veut changer, vers où on veut s'en aller, mais on ressent un besoin de se transformer. J'aurais jamais cru que c'était par l'écriture d'un livre. En fait, j'aurais jamais cru en 2023 avoir le temps d'écrire un chapitre dans un livre. Mais je pense que si tu ressens le besoin de faire une expérience, plonge, ose, lance-toi. On ne sait jamais ce que ces expériences-là vont nous apporter. Quand j'ai pris le temps de faire le retour avec les autrices sur leur entrevue, sur l'écriture de leur chapitre, près d'1 an plus tard, elles sont presque toutes unanimes. Le chapitre qu'elles ont écrit a déjà évolué. Leur lâcher-prise s'est déjà installé et elles ont l'impression de s'être laissé un message pour la future soi, pour le recevoir aujourd'hui à la relecture et encore à travers leurs textes, à travers leur propre vie, faire de nouvelles prises de conscience. Quand on ose se lancer, il y a toutes sortes de belles choses qui peuvent se créer. Le temps de faire le retour, c'est là que tu vas réaliser à quel point tu es magique, à quel point tu es puissant, à quel point tu es bienveillant pour toi. Pas besoin de te lancer dans l'écriture d'un livre, j'ai juste utilisé cette analogie, cette histoire, parce que ça démontre bien à quel point c'est le fun de se lancer quand quelque chose nous parle, sans savoir si on a le temps, quand ça shake en dedans, puis sans savoir vers où ça va nous mener. Si tu as envie de découvrir le collectif Là où poussent les lotus, tous les liens sont dans les notes d'épisode. Tu peux aussi venir au lancement à Drummondville le 27 avril 2024. Tu peux te procurer aussi ta copie sur mon site internet www.melcimelanie.com/lotus. Et je te souhaite de t'épanouir à ton tour, à ton rythme, à ton goût et d'oser fleurir. À tout bientôt. Gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melci.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si tu as juste une pépite à retenir aujourd'hui, c'est mon secret du bonheur, mon outil de gestion pour tous les soucis. Ma phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love, Mel.